Bienvenue à ce webinaire, deuxième webinaire d'une série de 3 proposé par le réseau Quartier Vert. Mon nom est Tristan Bougie du Centre d'écologie urbaine. Je vais vous entretenir pendant 1 heure sur l'urbanisme participatif. Avant toute chose, je veux juste qu'on puisse entendre tout en fait, qu'on puisse fermer les micros, ouvrir les haut-parleurs pour que tout le monde puisse avoir une expérience agréable et qu'on limite en fait le risque de bruit. Donc, laissez vos micros fermés. Donc, c'est la deuxième séance du webinaire Soutien à bâtir la ville active. Merci de vous joindre à nous. Le premier webinaire tenu il y a quelques semaines a permis d'aborder le lien entre environnement bâti et santé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la manière dont l'urbanisme participatif peut contribuer à construire des communautés actives et en santé. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder la question de la participation citoyenne via 5 outils. L'avenir de nos quartiers, de nos villes touche tous les membres de la communauté. Lorsqu'on réfléchit à la manière dont nos villes sont aménagées, eh bien, on réfléchit à la manière dont on veut vivre finalement en communauté. Donc, l'environnement bâti influence notre mode de vie, puis notre mode de vie influence aussi l'environnement bâti. Ce webinaire-là est rendu possible par le réseau Quartier Vert, qui comprend en fait 3 organisations que je vais aborder dans quelques instants. Donc, je suis Tristan Bougie, chargé de projet au Centre d'écologie urbaine. Je travaille avec des villes de la région de Montréal sur des processus d'urbanisme participatif, transformation des lieux publics, mobilité active, donc des thèmes liés vraiment à des communautés saines et en santé. Quelques mots sur le réseau Quartier Vert, l'organisation qui lance ce webinaire. Donc, c'est un partenariat de 3 organisations canadiennes, donc le Centre d'écologie urbaine, basé à Montréal, le Center for Active Transportation, basé à Toronto, puis finalement Sustainable Calgary, en Alberta. Donc, le but, c'est de développer et partager des approches permettant de concevoir collectivement des quartiers vivants. On développe aussi des capacités locales de passer à l'action. Le but, c'est de favoriser les milieux de vie en faveur du transport actif et l'aménagement sécuritaire et accueillant pour tous. Lorsqu'on pense à santé, équité et environnement bâti, bien, on passe nécessairement à l'urbanisme participatif. Notre approche se trouve un peu à la croisée en fait entre l'environnement bâti, la santé et l'équité. Donc, un plan de notre présentation aujourd'hui. On va brièvement revenir sur le premier webinaire tenu il y a quelques semaines. On va ensuite discuter du concept de salutogénèse. Ensuite, on va passer à travers différentes questions à se poser avant de lancer un processus participatif. Et ensuite de ça, on va vraiment se plonger dans 5 outils, 5 études de cas, et on va finir avec une période de questions à la fin. Donc, à chaque fois, on va passer par la méthodologie de l'outil, un cas fictif, puis ensuite l'étude de cas. Pour ce qui est de la période de questions, je vous invite à écrire dans le chat votre question à travers le webinaire. Comme ça, à la fin, on va pouvoir revenir à certaines d'entre elles pour pouvoir y répondre. Aussi, n'hésitez pas non plus à nous envoyer via l'adresse courriel à l'écran, webinaire@écologieurbaine.net, des idées, des projets que vous voudriez voir dans notre liste de références qu'on vous enverra à la fin du webinaire. Aussi, sachez que la présentation va être enregistrée et que ce sera possible pour vous de regarder l'ensemble du PowerPoint ou de l'enregistrement vidéo. Alors, on est prêt à se lancer. Lançons-nous sur un bref retour sur le webinaire numéro 1. Dans le premier webinaire, nous avons présenté le rapport de l'Agence de santé publique du Canada qui évoque le lien entre environnement bâti et santé. Ce rapport a été élaboré pour sensibiliser les Canadiens à l'incidence majeure qu'a la construction de nos quartiers, de nos villes, sur notre santé physique, mentale, émotionnelle, etc. Dans ce guide, en fait, on spécifie les liens entre l'environnement bâti et puis les différents problèmes de santé. Des problèmes de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'obésité. Finalement, les grands mots de notre époque sont liés à nos modes de vie, puis à comment nos villes sont aménagées. Donc, lorsqu'on pense aux conditions de la santé, on peut facilement penser à avoir
accès à l'alimentation saine, à une activité physique au quotidien, à avoir des accès à des infrastructures sportives et communautaires, mais aussi rencontrer les gens, être en contact avec d'autres humains. Ce sont des caractéristiques des bases à une santé. Par contre, il y a aussi des inéquités en santé. Certains secteurs sont plus chauds que d'autres. Certains secteurs voient plus de collisions routières. On a, dans certains secteurs des quartiers ou des villes, on voit un manque d'accès aux espaces verts ou finalement l'accès aussi aux institutions de santé de proximité. Vous allez pouvoir trouver l'ensemble du webinaire sur notre site web urbanismeparticipatif.ca. Pourquoi l'urbanisme participatif est une solution? En fait, c'est une bonne façon de résoudre des problèmes de santé et d'équité parce qu'il permet la rencontre de savoirs professionnels et des savoirs citoyens. Il permet aussi la recherche collective de solutions aux enjeux de santé et d'équité. Autrement dit, les enjeux auxquels les professionnels n'auraient pas pensé sans la participation des citoyens. À l'aide des 6 phases suivantes, on peut en fait passer à travers différentes étapes d'un processus participatif. J'ajouterais une 7e étape qui serait évaluer les retombées pour qu'on puisse transposer les apprentissages d'un projet vers un autre. On va brièvement aborder le concept de salutogénèse. Si on regarde l'étymologie du mot, on peut facilement voir que c'est ce qui cause la santé, ce qui provoque la santé, ce qui sert de base à la santé. On comprend qu'il y a des facteurs individuels, des facteurs collectifs et des facteurs systémiques qui influencent ou non la santé. Il y a quelques exemples, en fait, de différents actifs qui permettent à une personne d'évoluer dans un quartier qui permet d'être en santé. On peut penser à la présence d'espaces verts, sentiment de communauté, alimentation saine, des services publics. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les origines de la santé et du bien-être plutôt sur ce qui peut causer la maladie ou la mort. L'idée est donc de constituer, à partir des actifs d'un quartier, des ressources de celui-ci, construire des communautés actives et en santé. Un environnement capacitant, c'est un environnement qui est sensible aux différences inter-individuelles d'âge, de genre, de culture. C'est aussi un environnement qui permet de compenser les déficiences liées à l'âge, aux maladies, aux incapacités physiques, et finalement, ça permet de prévenir l'exclusion. En fin de compte, un environnement physique capacitant donne la liberté d'action et d'atteinte à la santé réellement exploitable par tous, peu importe les limitations fonctionnelles, intellectuelles ou des limitations temporaires. Le principe d'environnement capacitant ne se limite pas à rendre disponibles des ressources contribuant à la santé, mais bien de faire en sorte que les gens, peu importe leurs conditions, leurs différences physiologiques, physiques, sociales ou individuelles, puissent effectivement y avoir accès. Donc, c'est vraiment de limiter les obstacles aux infrastructures. On peut ainsi, avec la participation citoyenne, on peut aussi saisir quels sont les freins, quelles sont les particularités des populations qui limitent l'accès aux ressources. Donc, lançons-nous dans le vif du sujet maintenant avec la participation citoyenne. Il y a un mouvement assez global au Québec, au Canada, de participation citoyenne. On veut impliquer les personnes dans les projets qui touchent leur milieu de vie. Je pense qu'il est important de réfléchir un peu avant toute chose à pourquoi on veut impliquer la population. Que veut-on aller chercher? Quelles données sont manquantes et quel apport désirons-nous de la société civile puis de la population? Avoir une question très simple. Pourquoi veut-on faire participer la population au projet? Est-ce que c'est pour valider les besoins, recevoir du feedback sur les propositions? Quel est l'objectif derrière une activité citoyenne? Souvent, on peut voir que c'est important d'avoir des objectifs assez ciblés, assez précis pour qu'on puisse réussir notre activité de participation citoyenne. Dans la boîte à outils sur urbanismeparticipatif.ca, les outils sont divisés dans certains types d'intentions. Est-ce qu'on veut comprendre? Est-ce qu'on veut explorer? Est-ce qu'on veut décider? Est-ce qu'on veut agir?
Donc, ça permet vraiment de pouvoir voir quel outil est le plus intéressant face à notre contexte. Puis finalement, quel résultat veut-on obtenir de ces activités participatives-là? En répondant clairement à ces questions, on est en mesure d'aller chercher ce qu'on veut vraiment, puis qu'est-ce qui va pouvoir contribuer à un projet. En fait, il s'agit de savoir à quelle fin on veut faire participer le public aux décisions d'aménagement. Quel type d'activité développer selon les différentes phases d'un projet? Est-ce qu'on veut comprendre une situation actuelle? Comprendre les dynamiques d'un espace, d'une rue? Est-ce qu'on veut plutôt créer des solutions? Quelles solutions sont à prioriser et quels éléments d'aménagement pourraient être modifiés? Quels sont manquants? Puis troisièmement, eh bien, évaluer, est-ce que l'utilisation d'un lieu est appropriée ou inappropriée? Quels sont les comportements des usagers qu'on aimerait modifier? Et y a-t-il des améliorations auxquelles on n'aurait pas pensé? Je constate dans certains processus que je mène qu'on veut rapidement aller à la recherche de solutions. Parce que c'est toujours plus plaisant de penser au futur, à la transformation. Toutefois, il peut être bénéfique parfois de prendre un peu de recul et de bien identifier les besoins, les potentiels et les contraintes. Et de cerner aussi les opportunités et les menaces pour transformer nos quartiers, pour en faire des communautés saines et actives. Donc, lançons-nous dans les 5 outils, 5 études de cas. Donc, on va voir en fait 5 outils qui permettent d'impliquer la population, les acteurs de la société civile, les décideurs. Donc, comme je l'ai dit précédemment, à chaque fois, on va passer par la méthodologie, ensuite, on va faire un cas fictif, puis on va revenir ensuite à un exemple réalisé par nous ou par une autre organisation. Premièrement, la marche exploratoire. La marche exploratoire, c'est une activité qui est utilisée dans différents contextes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va sur le site en petits groupes. Ça permet d'avoir un regard partagé et d'aller au-delà des a priori. On peut utiliser un guide d'observation, on peut se concentrer sur différents thèmes pour la marche exploratoire. Donc, il s'agit grosso modo d'une méthode d'observation sur le terrain effectuée en petits groupes. Elle permet d'identifier à la fois les aspects positifs des espaces publics et des quartiers et les zones plus préoccupantes. Ça peut être aussi l'occasion d'échanger sur des solutions à apporter. On va aller chercher des données qualitatives, puis c'est un excellent moyen de connaître les savoirs des résidents. Qu'est-ce qu'on fait dans certains projets, c'est que parfois, on invite des citoyens à animer avec nous les promenades urbaines. Pour en fait mettre en valeur leur savoir, mettre en valeur leur expertise. Le public cible est clairement des résidents et des travailleurs du quartier. On peut aussi inviter des décideurs, des professionnels d'aménagement, des partenaires locaux pour qu'on puisse avoir vraiment une vision interdisciplinaire d'un espace. Quelle astuce déployer? Donc, on propose de laisser le leadership aux résidents pour qu'ils puissent vraiment faire état par l'animation des différentes préoccupations qui leur importent. Puis aussi, d'inviter les élus et les professionnels permet d'avoir aussi un regard différent sur l'espace, puis de permettre à ces gens-là d'écouter les préoccupations in situ. Parlons maintenant de notre cas fictif. Donc, c'est le même cas fictif où on va passer à travers l'ensemble du webinaire. Donc, une professionnelle de l'aménagement qui vit dans une municipalité de plus ou moins 20 000 résidents, sur laquelle il y a des transformations à apporter à leur artère commerciale iconique. On a constaté une baisse d'achalandage et certains commerces vacants. Donc, on veut prendre l'enjeu à bras-le-corps. Donc, à travers les différentes étapes du webinaire, on va voir comment cette situation fictive-là va pouvoir être utilisée. Donc, le professionnel de l'aménagement décide de commencer le processus par une marche exploratoire afin de comprendre pourquoi d'aller voir sur le site quels sont les éléments liés à l'aménagement qui contribuent au déclin de l'artère commerciale. On comprend aussi qu'il y a d'autres
il y a d'autres facteurs qui peuvent apporter un déclin d'une affaire commerciale. Est-ce que c'est l'expérience client, l'offre commerciale, l'animation, l'aménagement? Donc, la marche exploratoire est un moyen parmi tant d'autres pour aller chercher l'information sur ce diagnostic-là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de créer un comité de commerçants et de résidents va être créé. On va identifier des caractéristiques qui peuvent limiter l'utilisation du site. On va mettre en valeur les savoirs d'usage des participants. Puis on va recueillir des données issues de témoignages et d'opinions. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des photos, prendre des vidéos, des témoignages, pour vraiment avoir une vision citoyenne, puis une vision humaine de ce diagnostic. Aussi, après la marche exploratoire, il peut être intéressant de cerner les priorités par une discussion. Donc, d'imaginer déjà des actions qui pourraient être entreprises. Pour avoir un guide complet de la marche exploratoire, je vous invite à aller voir notre boîte à outils, urbanismeparticipatif.ca. Sous l'onglet ressources, vous allez pouvoir trouver des dizaines d'outils, dont la marche exploratoire, qui vont pouvoir vous permettre de l'essayer dans votre communauté. Un exemple, sinon, de nos partenaires de Sustainable Calgary, ils ont créé un guide comprenant des outils pour aider à confectionner des espaces plus actifs, mieux connectés. Puis, c'est par cet exemple-là qu'on va... donc, ils ont utilisé la marche exploratoire dans leur cas. Dans les catwalks, ce sont des petits passages qui sont dans certains secteurs résidentiels de banlieue qui permettent en fait de passer entre les maisons. Dans certains quartiers du Québec et du Canada, il y a les mêmes passages. Ce sont des passages en fait qui permettent de faire des raccourcis entre les résidences, les parcs, les arrêts d'autobus. Souvent, ces passages ressemblent un peu à ceci. À l'écran, donc, il y a un manque d'entretien, un manque d'éclairage. Donc, par les marches exploratoires, on a pu aller faire un diagnostic de ces espaces-là, mais on a pu voir finalement qu'il y avait un manque d'entretien, qu'il y avait un manque d'éclairage, finalement un manque d'attractivité. Qu'est-ce qui est intéressant aussi lors de ces marches exploratoires, c'est que ça permet aussi d'être un moyen de mobilisation entre les participants pour agir. Donc, dans certains des catwalks, on a pu voir des interventions assez légères. Donc, finalement, on passe d'un espace fonctionnel à un espace habité, animé par des interventions légères qui changent en fait complètement la vision qu'on a d'un espace. Donc, par la marche exploratoire, on a pu aller voir in situ quels étaient les problèmes, puis ensuite de ça, se mobiliser pour transformer certains des catwalks. Donc, les œuvres d'art, décorations de toutes sortes, on fait en sorte que les lieux sont plus attractifs et accueillants pour tous. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu diagnostiquer avec les citoyens, puis ensuite agir de manière, avec un peu des petites mesures d'acupuncture urbaine pour transformer ces lieux-là qui étaient désertés. Même une internaute, en fait, a passé à travers un catwalk qui a dit « J'ai intentionnellement fait un détour pour rentrer à la maison par ce catwalk-là pour voir un peu quelles étaient les nouvelles caractéristiques de cet espace-là. » Donc, ça peut devenir un cas intéressant de transformer ces espaces-là en ayant fait une marche exploratoire au préalable. Deuxième outil intéressant qui est principalement lié à l'aménagement des rues, des trottoirs dans nos villes. Donc, avant de se lancer dans l'utilisation du jeu, je vais prendre quelques moments pour parler de qu'est-ce que c'est une rue conviviale. Une rue conviviale, finalement, c'est une rue conçue pour les personnes de tous âges, de toutes capacités et pour tous les modes de transport. Ces rues-là offrent un accès sécuritaire, pratique, agréable en toute saison aux piétons. En fait, c'est de sortir en fait de cette vision-là qu'on a de la rue comme un espace de circulation. C'est aussi un espace de rencontre, d'échanges commerciaux. Finalement, c'est un espace public. Donc, le jeu convivial, finalement, est une occasion d'aborder le partage de l'espace afin de rééquilibrer celui-ci en faveur des modes de transport durable, transport collectif, transport actif. C'est un jeu de table bilingue. Finalement, c'est des pièces magnétiques que l'on peut placer sur la planche de jeu. Donc, ça permet en fait de construire un consensus sur le réaménagement d'une rue. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des concepts qui sont uniques. C'est un compte rendu
facile à comprendre d'une vision pour une rue, pour un corridor. C'est aussi adaptable à de multiples situations, des rues locales, des rues commerciales ou même des artères. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir une accessibilité, une collaboration, une créativité des participants, puis ça ne requiert aucune expertise. Ce jeu-là permet en fait vraiment de mélanger des résidents, des travailleurs, des professionnels et des décideurs pour parler d'aménagement du territoire et de transport. Quelques astuces à déployer avec ce jeu. Donc, on invite les participants aussi à considérer des besoins de leurs voisins ou de sortir de leurs besoins personnels pour réfléchir un peu aux besoins de la communauté pour différentes artères commerciales ou des... Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur cet outil, je vous invite à nous contacter. On peut offrir des formations et aussi le jeu est en vente aussi pour les municipalités ou les organisations qui seraient intéressées de l'utiliser. Sur notre boîte à outils urbanismeparticipatif.ca, on peut aller voir aussi un guide d'animation complet avec le jeu Rue Conviviale. Revenons à notre scénario fictif maintenant, dans notre ville de 20 000 habitants. Donc, on a établi un diagnostic, notamment par la marche exploratoire. Ensuite de ça, les professionnels se sont posé la question de quelle manière on peut transformer notre rue commerciale afin de favoriser la revitalisation urbaine. Puis très rapidement, leur choix s'oriente sur le jeu Rue Conviviale, qui permet finalement de tester différents scénarios pour proposer collectivement une vision pour l'affaire commerciale. Je vais me faire comprendre, il y a des facteurs d'aménagement, il y a aussi des facteurs de positionnement commercial et d'expérience. Donc, avec le jeu convivial, on va seulement voir l'aspect de l'aménagement de la rue. Donc, après avoir entrepris des démarches pour réunir les usagers, on mandate des experts en animation pour bien mener les ateliers. En premier lieu, on définit ce que c'est une rue conviviale. On fait un bref portrait de la rue commerciale à transformer. Puis, finalement, on se lance dans les propositions pour transformer notre rue commerciale et réallouer l'espace aux différents modes de transport. Vous pouvez facilement trouver le guide d'animation du jeu Rue Conviviale. Vous pouvez aussi vous le procurer via notre site web. Ce jeu-là est inspiré en fait d'une application web qui s'appelle Street Mix, qui est en fait qui donne une bonne idée de à quoi peut ressembler cet outil. C'est finalement, avec un espace donné, on permet d'avoir différentes infrastructures cyclables de transport collectif, trottoirs, zones de plantation. Donc, c'est une façon facile d'aborder l'aménagement de nos rues et de nos espaces publics. Donc, on a pris l'idée de Street Mix et on l'a mis dans un jeu de table traditionnel. Également, je vais vous inviter aussi à aller voir Complete Streets for Canada. Donc, Complete Streets, c'est finalement le pendant anglais de rue conviviale. Donc, il y en a partout au Canada, des dizaines d'études de cas, dont certaines au Québec. On a lancé des rues inspirantes, un inventaire pour passer à l'action l'an dernier, qui était un inventaire d'une dizaine de projets inspirants au Québec. Le 27 septembre prochain, on lance une deuxième édition avec 25 projets inspirants de transformation routière. Donc, inspirez-vous de projets qui viennent de Rivière-du-Loup, Gatineau, Chibougamau, Sherbrooke, Montréal, Québec. Donc, il y a vraiment des projets à toutes les échelles, sur tout type de rue, comment on a transformé les rues pour favoriser les transports actifs et la mobilité durable. Un cas spécifique de Peterborough en Ontario qui a été mené par notre partenaire du Toronto Centre for Active Transportation. Donc, la rue George est un peu l'entrée de la ville, comprenait 4 voies de circulation. Elle posait bien des problèmes pour différents usagers de la mobilité active. Donc, on constatait des vitesses élevées, aucune piste cyclable, une entrée de ville finalement qui ne met pas en valeur les attraits qui l'abordent. Donc,
les gens de Peterborough, en fait, ont organisé des ateliers de co-création et ont tiré profit de certains événements, qui ont eu lieu dans la communauté pour amener cette discussion publique-là. Comment on veut transformer la rue George en un espace plus convivial. Mais très rapidement, à travers les différentes activités de participation, puis avec les décideurs et les professionnels, on a vu qu'un scénario s'est avéré assez intéressant. Donc, c'est finalement de transformer une rue de 4 voies de circulation en une rue de seulement 2 voies de circulation avec une baie de virage à gauche au centre qui permet facilement de pouvoir traverser la rue en 2 temps avec un îlot de refuge. Finalement, on a réduit la capacité routière, on a réduit les vitesses. Finalement, on a réduit l'usage à l'auto, mais on a augmenté les autres usages disponibles pour les autres usagers. Les autres espaces pour les autres usagers, pardon. Donc, la rue George aujourd'hui ressemble à ceci, bande cyclable avec îlot de refuge et voie de virage à gauche. Et on voit aussi qu'on peut facilement traverser la rue George en 2 temps en faisant un arrêt sur l'îlot de refuge. Maintenant, troisième outil, l'urbanisme tactique. Donc, c'est des pratiques qu'on entend parler depuis quelques temps maintenant. Donc, ce sont des interventions légères, rapides et peu coûteuses. On veut tester des idées. Donc, des aménagements temporaires. On permet de tester in situ un concept et d'évaluer les retombées pour finalement travailler à un projet permanent. Donc, cet outil-là peut être utilisé après l'étape de compréhension, de diagnostic. On propose une transformation routière temporaire avec du mobilier facile et rapide à installer pour révéler en fait les effets, pour révéler en fait un scénario qui pourrait être implanté de manière permanente. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'urbanisme tactique, c'est que ça permet d'accélérer les changements d'aménagement, c'est somme toute abordable. C'est un excellent moyen d'accélérer les choses. Donc, on passe d'un diagnostic à une proposition concrète, temporaire, avec des matériaux qui sont légers. Ces aménagements-là tactiques sont amusants et constituent un excellent outil de plaidoyer. Donc, démontrer qu'une idée fonctionne. Puis, c'est une excellente manière aussi de mobiliser des gens dans la poursuite du projet. Les professionnels, le public cible est clairement les professionnels et les décideurs. On veut démontrer par ces interventions-là tactiques la valeur d'une solution possible. On peut aussi impliquer les résidents et les partenaires locaux dans la réalisation du dit aménagement. Quelques astuces à déployer. Donc, il faut s'assurer que les aménagements vont effectivement améliorer la sécurité des usagers et le partage de la route. On peut faire aussi des comparaisons entre un scénario A et un scénario B. On suggère aussi de prendre des photos, des témoignages, des vidéos pour voir comment la transformation temporaire se vit au quotidien. Puis finalement, évaluer et interroger les usagers sur leurs idées a priori, puis ensuite, après l'aménagement, est-ce qu'il y a eu un changement en fait entre le avant et le après? Revenons à notre scénario fictif. Donc, notre rue commerciale fictive est en déclin. On a fait certains éléments de diagnostic via la marche exploratoire et d'autres études. On a proposé un scénario via le jeu convivial et il y avait des fortes réticences à investir dans un aménagement radical très onéreux. Donc, on propose finalement des interventions tactiques et d'évaluer les aménagements temporaires de manière systématique. Donc, que ce soit dans la bonification du verdissement, l'ajout de petits arbres en bac, le remplacement d'une voie de circulation par une piste cyclable, l'élargissement des trottoirs par des avancées de trottoirs temporaires, les moyens peuvent être multiples, mais dans notre ville fictive, on a fait l'action. Donc, avant l'aménagement tactique, il faut prévoir un plan d'aménagement temporaire, avoir des permissions appropriées, inclure la municipalité dans la conception puis l'aménagement. Pendant l'observation, on observe les comportements, on note les changements, on documente systématiquement les transformations qui arrivent sur le site. Puis finalement, on rédige un rapport sur les réussites, les lacunes de l'aménagement, puis comment cette intervention-là temporaire peut
nous mener à une intervention permanente. Je vous invite à aller voir encore une fois le guide d'animation Urbanisme Tactique sur notre boîte à outils qui permet vraiment de voir les différentes étapes à mettre en place pour tester ce mode d'intervention. Un exemple intéressant qui s'appelle Safe Streets Academy. Donc, c'est une organisation aux États-Unis qui se spécialise en fait dans l'urbanisme tactique. Ils travaillent avec les municipalités pour transformer des rues de manière temporaire. Et ils plaident pour l'importance d'évaluer et de récolter des données. Un exemple maintenant, le cas de Near Northwest aux États-Unis. C'est un quartier d'environ 1500 habitants situé dans la ville de South Bend. Donc, cette ville a été aux prises avec des problèmes de vitesse dans beaucoup de ses rues et a établi une stratégie d'urbanisme tactique à la grandeur de la municipalité. Donc, on va se concentrer sur une des intersections qui a été transformée. On voyait la vitesse élevée des véhicules sur cette intersection-là. Donc, des consultations publiques, des sondages en ligne, pop-up meetings, des consultations publiques ont été colligées pour avoir vraiment un diagnostic précis des problèmes sur cette intersection-là. On a voulu y aller avec des interventions assez légères pour voir comment on pourrait transformer cette intersection-là. Donc, l'intersection a été transformée en un mini carrefour giratoire afin de vraiment limiter l'espace accordé aux automobiles puis de diminuer les vitesses sur cette intersection-là, somme toute résidentielle. Les citoyens ont été invités donc, on sensibilise par l'action. Donc, les gens ont contribué à transformer l'espace. Donc, ça permet de mobiliser, de faire comprendre aussi quelles sont les visées de cette intervention-là tactique sur le site. Puis, d'impliquer la population dans ces interventions-là, c'est vraiment gagnant. Donc, les différentes mesures faites dans la municipalité ont vu que à travers la municipalité, c'est un conducteur sur 3 qui réduisait sa vitesse à moins de 25 miles par heure ou moins. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces évaluations-là ont permis d'ajouter un argumentaire pour transformer d'autres lieux ailleurs dans la municipalité. Maintenant, le dénombrement. On peut dénombrer bien les choses. On peut dénombrer des personnes, des piétons, des promeneurs de chiens. Donc, ça permet vraiment d'avoir des questions simples, à savoir qui utilise l'espace. On peut dénombrer bien les choses. Ça permet de voir en fait un avant, un après. Ici, on a un exemple d'une grille de compilation faite pour une étude qu'on a faite au parc Angrignon cet été. Donc, c'est une méthode d'observation sur le terrain qu'on peut effectuer seul ou avec les résidents d'un quartier. Donc, ce sont des comptages qu'on peut faire. On regarde qui fréquente l'espace, ce sont les groupes d'âge, est-ce que c'est des hommes, des femmes, des personnes qui sont à vélo, des personnes qui jouent, donc on peut dénombrer finalement n'importe quoi. On observe des phénomènes simples pour avoir une connaissance précise des actions qui se passent sur nos espaces publics et nos rues. Donc, ce sont des données quantitatives qui peuvent améliorer un projet ou influencer une décision. On peut dénombrer bien les choses. C'est un outil qui est modifiable et ça permet de répondre à la question qui utilise l'espace, qui ne l'utilise pas. Donc, ce sont destinés aux professionnels d'aménagement et aux décideurs. On veut influencer le mode d'aménagement de certains lieux. Donc, il y a des astuces à déployer. On peut utiliser un compteur manuel. On peut dénombrer pendant des périodes de 10 à 15 minutes pour avoir des échantillons. Ça va nous permettre d'avoir un portrait assez précis du rythme du site. Puis aussi, ce qui est important, c'est d'observer avant une transformation, puis après. Donc, de comparer finalement les interventions
de comparer les données avant et après une intervention. Notre scénario fictif, donc lors de la transformation de manière tactique de notre rue commerciale, on a voulu comprendre qui ne fréquente ou ne fréquente pas le lieu et quels sont les impacts des installations temporaires. Donc, on a dénombré qui fréquentait la rue commerciale, quel était leur profil d'âge, de genre, pour voir un peu qui était la... donc, on veut comprendre qui fréquente et qui ne fréquente pas l'artère commerciale pour permettre, dans une certaine mesure, de développer un argumentaire en lien avec les transformations temporaires. Donc, nos outils sont assez simples. Il suffit de compter. Donc, on mandate et on forme les observateurs. On coordonne la collecte sur le terrain. Puis, on compile les données et faire ressortir les faits saillants. Sur notre boîte à outils, urbanismeparticipatif.ca, on a un guide d'animation complet de comment on fait le décompte des piétons et des cyclistes. Si on veut aller plus loin, on peut aussi visiter la page lesespacespublics.com qui finalement est un corpus d'outils qui permet d'étudier les espaces publics. On va y revenir dans quelques instants. Un exemple sur lequel on a contribué, donc c'est la création d'une place publique temporaire qui s'appelle les Terrasses Rois, donc qui était la transformation d'une rue permanente en fait en un îlot de fraîcheur et de jeu. On a voulu documenter l'utilisation des lieux, puis identifier les forces et les faiblesses des aménagements pour l'hiver. Donc, on a observé sur le terrain les enjeux d'accessibilité universelle, documenter l'utilisation des lieux par les citoyens en hiver, entre autres en les dénombrant. Donc, on a voulu voir en hiver, en fait, on a vu que finalement 93% des usagers fréquentaient les trottoirs déneigés, que très peu de personnes passaient à travers le site des Terrasses Rois. Donc, on s'est demandé comment on peut attirer les gens au milieu, comment on peut amener les gens à s'y attarder. Donc, on a compilé nos différentes données sur ces types de grilles Excel et ça nous a permis en fait de proposer. Donc, on a cerné le profil puis les usages qui sont faits dans ce lieu public-là. Donc, on a pu proposer certaines transformations, donc d'assurer une animation hivernale par la vente de sapins, la distribution de chocolat chaud. On a aussi proposé de prévoir un mode de déneigement alternatif. Donc, on a aussi proposé de concevoir l'aménagement de manière stratégique afin de prévoir où la neige va s'accumuler, comment elle va être retirée. Et finalement, ces données-là permettent d'avoir une compréhension très précise d'une zone d'étude. Les 12 critères de qualité maintenant. Donc, c'est 12 critères finalement qu'on peut aborder sur n'importe quel lieu qui sont fréquentés par des piétons. Donc, ils sont divisés en 3 grandes familles. Premièrement, la protection, le confort et le plaisir. Donc, c'est une grille de lecture d'un espace qui peut être, par exemple, utilisée dans une marche exploratoire, qu'on peut utiliser avec les citoyens pour aller documenter la manière dont un lieu est aménagé. Donc, c'est une méthode d'observation qui peut se faire seul ou en groupe, ou sur chacun des critères, on va donner une note de 1 à 3. Donc, c'est une manière vraiment de stimuler la discussion, puis d'avoir une lecture du site. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est applicable dans divers types d'espaces publics et de parcs. Les places publiques, les rues, ça peut être réalisé à n'importe quel moment, donc en journée, en soirée. C'est une occasion aussi de dialogue et d'engagement avec la population. Les gens vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on compile. Et ça peut être aussi combiné avec la marche exploratoire, comme je l'ai dit précédemment. Ça nous permet aussi de servir à connaître la perception que les gens ont d'un espace public existant, tout en permettant de savoir s'il est propice à la marche et aux haltes et si son échelle est intéressante et adéquate. Donc, il peut être utilisé par 2 types de professionnels, soit les professionnels d'aménagement ou les résidents d'un quartier. Des astuces, donc de prendre des notes, de comparer
les résultats et d'illustrer les différents constats qu'on fait avec des photos ou avec des témoignages de la situation sur le site. Donc, pour ce qui est de notre cas fictif, donc, on a fait un marche-encore pour comprendre. On a ensuite fait le jeu convivial pour imaginer un réaménagement de notre rue commerciale. On a aussi utilisé l'urbanisme tactique pour tester un mode d'aménagement. On a dénombré les gens qui ont utilisé l'espace durant ce temps-là. Puis on a aussi, en 5e lieu, utilisé la grille des critères de qualité pour comprendre l'espace et l'évaluer et cerner ce qu'il manque pour en faire un lieu sécuritaire, confortable et agréable en se basant sur 12 critères. Donc, on a mandaté et formé les observateurs, on a apporté tout ce qui tout le matériel qu'on avait besoin pour mener à bien cette étude-là. On a fait ressortir les points saillants, puis on a pris en compte les faits saillants dans les plans et devis finaux. Une référence que je vous invite à aller voir, c'est lesespacespublics.com. Donc, on y retrouve cette grille-là, mais aussi 7 autres outils d'analyse des espaces publics pour favoriser les piétons et les cyclistes. Aussi, une autre référence intéressante, c'est un livre le Centre d'écologie urbaine a fait paraître avec Éco-Société, qui s'appelle La vie dans l'espace public, comment l'étudier. Donc, c'est vraiment un plaidoyer pour l'étude de la présence humaine dans nos villes, comment on fait pour révéler, en fait, les humains qui utilisent les lieux publics. Donc, il y a une liste d'outils impressionnante, puis il y a aussi différents cas inspirants de partout dans le monde, comment on a réalisé ces études-là, puis comment on peut les transposer dans nos milieux ici. Donc, une étude de cas, le projet de la transformation du boulevard des Carrés dans Ville-Saint-Laurent. Donc, on a voulu transformer l'aménagement de ce site-là pour le rendre plus facile, plus accessible à la marche, mettre en valeur les lieux d'intérêt, accroître la biodiversité. En plus de revoir l'aménagement du territoire, le projet visait à repenser la programmation des espaces publics afin de dynamiser et d'animer les lieux de socialisation puis encourager de meilleures interactions entre les usagers. Ce site-là ressemble en fait à beaucoup de nos lieux dans différentes régions du Québec, différents types de villes. Donc, le classique strip mall où les commerces sont éloignés de la rue, des boulevards urbains, des boulevards à 6 voies, donc pas très facile à traverser pour les piétons. Donc, on constate un manque d'espace vert, des îlots de chaleur et des intersections dangereuses. Donc, on a utilisé dans ce projet-là les 12 critères d'aménagement pour vraiment noter en fait chacun des critères dans différents secteurs du boulevard des Carrés. On a noté sur 10 ici les différents critères et ça a permis d'intégrer ces idées-là dans un atelier de design. Donc, on a proposé une transformation qui met plus de place pour les piétons, plus de verdissement, qu'on limite vraiment les distances en fait à parcourir pour les usagers. En somme, pour que protection, confort et plaisir soient au cœur de la conception, ces 12 critères sont certainement à prendre en compte. Donc, on a réaménagé le stationnement du centre commercial en vue de son verdissement, l'aménagement d'un espace public pouvant accueillir un marché. On a aménagé des lieux d'échange et de proximité qui procurent des liens entre le voisinage et l'affaire commerciale. Donc, d'autres outils utiles, donc notre boîte à outils, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc, des outils qui peuvent vous aider dans vos projets à impliquer la population selon les différents types d'activités puis le public cible. Il y a aussi la boîte à outils lesespacespublics.com qui sont une série d'outils pour étudier l'espace public. Finalement aussi, un webzine intéressant, 100 degrés, qui ramasse différents
sujets intéressants liés aux saines habitudes de vie puis comment transformer l'environnement bâti de nos villes. Le Centre d'écologie urbaine contribue à ce webzine de manière récurrente. Je vous invite à aller faire un tour sur cette plateforme assez diversifiée. Donc, on se fait rendu à la période de questions. Donc, on a quelques temps pour répondre à certaines questions. Je vais aller chercher les questions sur le chat. Donc, on a une question ici. Quels sont les principaux défis liés à l'urbanisme participatif? Eh bien, je crois qu'un des principaux défis, en fait, c'est de pouvoir balancer, en fait, l'intérêt des résidents à contribuer au projet d'aménagement, puis aussi de balancer, en fait, les opinions des professionnels et ceux des résidents. C'est quand même un défi assez important aussi. Un des défis que je vois, c'est on veut beaucoup être dans les solutions, dans comment on transforme, mais des fois, c'est important de bien comprendre en amont quels sont les problèmes, avoir un portrait précis de notre situation avant de se lancer dans les solutions. Je vous invite aussi à aller voir notre guide qui s'appelle « L'urbanisme participatif, aménager la ville avec et pour les citoyens », qui permet vraiment de voir différentes étapes pour mettre en place un processus d'urbanisme participatif. Donc, avec le guide, les outils, je pense qu'on peut vraiment arriver à pouvoir adapter. Donc, une autre question maintenant. Quel accompagnement pouvons-nous offrir aux collectivités? Bien, on peut offrir différents accompagnements, un peu à la limite de la participation citoyenne et du design urbain. Donc, je pourrais vous envoyer, Madame Buisson, directement notre offre de service pour cet aspect-là. D'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il arrive que les citoyens ne participent pas ou qu'ils ne peuvent pas venir aux rencontres? Mais oui, c'est bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on propose souvent dans nos processus participatifs de se déplacer où les gens sont. Si on veut raménager un certain parc, c'est d'être dans le parc durant l'été, lorsqu'il y a un événement ou lorsqu'il n'y a pas d'événement. Donc, c'est d'aller finalement où les gens sont, ne pas demander aux gens de venir vers nous. On peut aussi choisir des méthodes présentielles ou en ligne. Ce qui est important, je crois, c'est de vraiment bien définir quel est notre public cible, puis d'avoir des moyens de mobilisation adéquats. Donc, c'est bien de se lancer dans un processus d'urbanisme participatif, mais j'ai l'impression que la mobilisation, c'est la clé. Donc, avoir une mobilisation qui est bien ficelée, avec différents moyens, de passer le mot aussi à travers les différentes organisations du quartier. C'est facile de communiquer, c'est plus difficile de mobiliser. Donc, communiquer, c'est à sens unique, on communique, mais lorsqu'on mobilise, finalement, c'est vraiment d'agir vraiment en groupe, vraiment, puis de pouvoir mobiliser. Puis, c'est ça qui prend du temps, vraiment, c'est la mobilisation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, une question, est-ce qu'on a des conseils pour convaincre les élus? Et est-ce qu'on fait des représentations auprès des conseils municipaux ou d'organismes comme l'UMQ?
Donc, premièrement, on participe en fait à différents. En fait, on contribue au débat public sur la participation citoyenne avec l'UMQ. Par exemple, on donnait une conférence récemment sur le budget participatif, qui est un moyen utilisé par différentes municipalités pour accroître la participation des gens aux décisions publiques. Des conseils pour convaincre les élus. Moi, j'aurais un conseil assez clair, c'est est-ce qu'on veut gérer des plaintes ou on veut gérer la participation citoyenne? J'ai l'impression d'inclure les citoyens dans les décisions en amont est beaucoup plus payant que finalement gérer des plaintes ou gérer une tempête lors du conseil municipal. L'argument clé, c'est finalement les résidents vont être les premiers à utiliser ces espaces-là, à utiliser ces lieux-là. Donc, pourquoi pas les inclure dans la réflexion dès le début, puis de cerner des besoins? On voit souvent que la participation citoyenne permet en fait de voir des enjeux qu'on n'avait pas peut-être pris en compte. Et ça permet finalement aussi d'ouvrir les lieux de pouvoir, que les citoyens puissent comprendre quel est le fonctionnement de la municipalité, comment ça fonctionne, pourquoi on ne peut pas agir aussi rapidement que ça. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation, tant de la part des citoyens que de la part de l'appareil municipal. Donc, les uns vont pouvoir nourrir les autres. Donc, on pose la question, code de la sécurité routière versus urbanisme tactique. La mise en place de mesures temporaires sur la chaussée doit-elle... Quel doit être le niveau du service de police? C'est une question assez spécifique. J'ai bien l'impression que le service de police doit être informé. La municipalité aussi doit donner les autorisations nécessaires. Pour ce qui est du cas précis, le service de police, on répond à cette question-là dans notre guide d'animation disponible en ligne. Donc oui, ces personnes-là doivent être informées et doivent contribuer aussi à la mise en place de ces... Une autre question. Quand vous parlez d'un professionnel d'animation, on parle toujours d'un externe à l'organisation. Il y a des municipalités qui commencent qui voient bien qui ont embrassé ces pratiques-là de urbanisme participatif. Puis, à certains moments donnés, les villes, il y a des villes qui font appel à l'externe, il y a des villes qui vont avoir ces ressources-là à l'interne via le département des communications principalement. Donc, c'est à savoir est-ce que, puis surtout avec on invite en fait les municipalités à se doter de politiques de participation publique. Donc, c'est sûr que lorsqu'une municipalité met en place une politique de participation publique, il faut aussi avoir les ressources pour ensuite mener ces processus-là. Donc, une question, et si les gens ne sont vraiment pas d'accord, par exemple, le stationnement sur rue? Bon. C'est une question qui revient dans tous les projets, qui est un peu, finalement, qui est un peu l'éléphant dans la pièce. On accorde tellement d'espace au stationnement sur rue, stationnement qui est gratuit. Est-ce qu'on veut finalement que les rues soient des espaces pour stationner des véhicules en mouvement, ou on veut que ce soit des milieux de vie, on veut que ce soit des lieux qui garantissent l'achalandage? C'est une question qui tue. C'est une question où on est confronté dans beaucoup de projets. Donc, une dernière question avant de passer à la conclusion.
OK. Donc, je ne vois plus de questions. Juste maintenant pour terminer le webinaire. Donc, le prochain webinaire sera le mercredi 30 octobre à 13h, à la même heure. Nous traiterons des modèles inspirants en termes de politique publique et de projets inspirants. Je prends un moment pour vous parler de la campagne Nos quartiers en santé, parlons-en. Donc, un mouvement pour des communautés canadiennes en santé. Allez voir ça sur notre site web. Puis finalement, je vous invite à compléter le formulaire d'évaluation avec le lien qui est ici. Donc, on va vous faire parvenir l'ensemble de la documentation partagée dans le cadre du webinaire. Et aussi, ce lien-là d'évaluation sera partagé. Donc, je vous dis merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Puis ce n'est qu'un. Donc, contactez-moi si vous avez des questions plus précisément ou contactez l'adresse webinaire au pluriel @écologieurbaine.net. Et il ne me reste qu'à vous dire bonne fin de journée.